Eh ben, ça fait super plaisir parce que ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés tous ensemble. Enfin, tous ensemble, non, parce que ce soir, je n'ai qu'un chroniqueur, mais celui-là, vous l'avez pas forcément entendu régulièrement. C'est Benjamin Durand. Oui. Et on a un débat, un podcast, débat. Enfin, de toute façon, tout est, tout est à remettre en question perpétuellement, tout est à redécouvrir. On n'a aucune idée reçue. Nous ne sommes pas des spécialistes, nous sommes des amoureux. Et du coup, on a un débat sur Mick Taylor chez les Rolling Stones, à savoir est-ce que, enfin, je sais pas, c'est Benjamin qui avait initié ce débat, C'est vrai. parce que c'est vrai que, voilà, et qu'est-ce qu'il a vraiment apporté et pourquoi surtout essayer de comprendre pourquoi les gens sont restés un peu scotchés à ce personnage, ou plutôt ce musicien. Et en quoi a-t-il apporté le ciel ou juste été un musicien de studio au service du groupe? C'est un peu ça l'idée, Oui, Benjamin. tout à fait. Tout à fait. Je pense que la question a le mérite d'être posée. Bon, bah, de toute façon, on va revenir brièvement sur la genèse en fait de son arrivée. Tout le monde sait que Brian Jones est dans un état un peu déplorable, comme nous le sommes la plupart du temps quand nous enregistrons ces podcasts. Mais plus exactement, je pense qu'il fait vraiment la différence et ce qui pousse Mick, Keith et Charlie à aller voir Brian chez lui pour lui dire mec, ça serait mieux si tu laissais ta place à quelqu'un d'autre, c'est le fait que Brian Jones n'a pas l'autorisation de tourner aux États-Unis. Et en 69, je pense que les Stones ont envie de repartir en tournée parce que ça fait quand même depuis le fameux concert d'Highway 66 que les Stones ne sont pas retournés en concert aux États-Unis. Tout à fait, Antoine. Du coup, on se retrouve dans le cas de figure où les trois mecs vont voir Brian et lui disent en gros, voilà, lui disent ça de façon, j'imagine, policée. On imagine tous la scène. D'ailleurs, elle a été reproduite dans un film qui est presque devenu un téléfilm tellement qu'il est passé inaperçu, qui s'appelle Stone, sur les derniers mois de la vie de Brian Jones. Et donc, on a cette scène assez cocasse avec des acteurs quand même plutôt pas trop mal choisis, notamment le Charlie Watts. Je vous invite à regarder cette scène qui est marrante. Et on lui dit, écoute Brian, c'est mieux si tu pars. Et Brian fait, ouais, ok. Et puis on fait passer le truc sous le couvert de Brian a déjà des projets avec Alexis Corner, il va remonter un groupe, etc. Donc en fait, on convoque Taylor un beau matin, on lui dit, tu viens de telle heure à telle heure à l'Olympique, et puis on voit ce qui se passe. Tout à fait. Donc ce qui est drôle, c'est que du coup, Mick Taylor se pointe, etc. Et commence à jammer sur des vieux blues. De toute façon, je pense que pour se mettre en jambe, les Stones ont toujours été un groupe qui essayait de faire tourner, qui jamais fait finalement plus qu'autre chose. Et là où Taylor a été convaincant et a eu le boulot, c'est que au lieu de justement étaler sa technique et d'être tout de suite le Mick Taylor héroïnomane et bavard de 73, il s'est mis au service de Richards, lui laissant les solos, prenant plus la rythmique. C'est un peu d'ailleurs le Taylor qu'on retrouve dans le morceau Live With Me et aussi sur le concert d'Hyde Park où il laisse vachement la place et où il n'intervient qu'à bon escient, si je permets de le dire. Donc on a un Taylor qui, je trouve, c'est un mec qui se dit putain ça c'est un bon boulot, il va falloir que je ferme bien ma gueule et que je sois à ma place. Et ça se passe plutôt pas mal sur les premières périodes. Alors après je sais pas ce que vous voulez apprendre Benjamin, mais voilà, enfin moi c'est ce que j'en pense. Sur le début il participe très peu à Let It Bleed qui sort à la fin de l'année. Il participe à Country Yank à la guitare électrique et puis pareil pour Live With Me. Et après il participe aussi à des chansons qui sortiront plus tard sur Metamorphosis comme I Don't Know Why, Jiving Sister Fanny. Voilà, c'est à peu près les sessions qui se passent en juin 69 quand ils ont acté le départ de Brian. On quitte un Woman quand même. Et en quittant Cohen, alors ça, oui, a priori, il aurait joué dessus. Ah bah oui, non mais c'est clair et net. Ouais, ok, ouais, non, mais c'est possible, mais ce qui me, oui, non, c'est possible. Mais j'avais l'impression que c'était du mois de mai. Mais bon, sûrement que c'est cette guitare-là qu'on entend juste avant les refrains, ouais, je pense aussi. Donc voilà, Hyde Park se passe. Alors, le concert de chauffe, le warm-up de Mick Taylor se passe quand même devant 300 000 personnes. Dans le genre warm-up, il y a quand même moins, enfin il y a quand même des choses moins intimidantes que ça.
Et ça se passe plutôt pas mal. Mais quelle est finalement la vraie place que Taylor prend dans le groupe? Musicalement, indéniablement, pour répondre à la question, elle est claire et nette. Elle transforme les Rolling Stones, qui est encore un groupe de studio, puisque les lives à l'époque sont encore des espèces d'exhibitions où il n'y a pas de sono dans les salles, etc. Voilà. Et là, Taylor va transformer le son du groupe, et va transformer. C'est pas tellement Taylor qui transforme le groupe, mais c'est le groupe qui se transforme et qui s'adapte en fait aux conditions techniques qui sont en train de se mettre en place et l'arrivée de la sono sur la tournée 69. Et c'est une époque où les Stones sont une espèce de Motown sans cuivre et la tournée 69 arrive et ça dure, je crois que ça dure 3 semaines et le groupe est extraordinaire. Enfin, alors après on aime, on n'aime pas, mais alors franchement, Get Your Eyes Out, c'est un des plus grands disques de tous les temps. D'ailleurs, il est complètement oublié dans les grands disques, dans les 600 disques, etc., dans les listes qu'on voit, parce que sous prétexte que c'est un live des Stones et qu'il y a meilleurs albums Stones en studio. Pourtant, ça ne nous empêche pas de nous mettre des Thin Lizzy en live ou du Peter Frampton comme The Live, il parle avec sa guitare. Mais voilà, Taylor se met au service du collectif, prenant des solos au moment où c'est le bon endroit et en étant à chaque fois tueur et précis et travailleur. Voilà. Donc ça, je pense que c'est la première période des Stones et ça se passe très bien. Et je pense qu'à l'époque, il était payé au même titre que Bill Wyman et Charlie Watts, qu'il n'y avait pas de problème de pognon, qu'il a été engagé, que le contrat était pour lui une bonne affaire et qu'il a gagné sa vie, etc. Voilà ce qu'on peut dire du début de son arrivée. Bon, on sait comment la tournée 69 se termine avec cette catastrophe d'Altamont, etc. Mais enfin bon, voilà, les Stones continuent après à travailler en studio et c'est vraiment en fait avec Get Your Eyes Out, donc qui est le témoignage de cette tournée, et Sticky Fingers. Sticky Fingers marque l'entrée de Mick Taylor au sein du groupe. Et ce qui va se poser très vite, c'est les problèmes de dope de Richards font que Richards n'est pas toujours présent ou pas toujours concerné. Et du coup, Jagger et Taylor vont développer une relation musicale qui est assez marquante. Bah, c'est pas le seul, si je peux me permettre, parce que Wyman, lui aussi, mine de rien, on n'en parle jamais assez, mais est assez peu concerné. Et il suffit de regarder avec précision les notes de Exile on Main Street pour voir que Taylor joue quasiment autant de la basse que Wyman sur Exile. Ce qui n'est pas encore le cas sur Sticky Fingers, du coup, mais tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, Wyman jouera de la basse quasiment de Exile à son départ. Hein. C'est pareil sur des morceaux d'It's Only Rock'n'Roll, etc. Donc en fait, il devient un espèce d'arrangeur pour les Stones. Et en fait, je pense que le hic, quelque part, c'est que jamais il ne va avoir cette reconnaissance d'arrangeur, parce qu'il est, quelque part, hormis l'espèce de masturbation collective qu'il y a chez les fans des Stones sur ces solos de guitare, qui sont en studio toujours pertinents, parce qu'il y a un ingé son qui a le sens de la chanson, qui est capable de mettre juste le solo qu'il faut, etc., de choisir la bonne prise. Je veux dire, c'est un véritable John Paul Jones des Stones. Et il y a 2 exemples sur le Sticky Fingers, c'est Sway et Moonlight Mile. Je veux dire, où il est carrément. Je pense qu'ils ont écrit les chansons ensemble. C'est même Jagger qui joue la guitare lead sur Sway. 2 chansons d'ailleurs où Richards est notablement complètement absent. Oui, voilà, c'est Jagger, c'est le duo de guitare, c'est Jagger-Taylor. Tout le monde se gosse de Richards Taylor, mais Richards et Taylor en studio ont finalement très peu collaboré. Donc voilà, après ce qui se passe, c'est que la vie de star, le pognon, etc., je pense font que Taylor, avec sa timidité, etc., et peut-être sa fragilité psychologique, fait que il se fait assez vite déborder et il se rend vite compte qu'il se fait entuber comme c'est pas possible. Hein. Les disques sortent et puis tout est signé de Jagger Richards. Et il se rend compte qu'il gagne moins de pognon que les autres, etc. Et plus le groupe va aller en tournée, plus il va prendre de la place. Alors c'est pas palpable tellement en 69-70, sur Get Here, c'est comme je disais, il est à sa place, etc. Mais plus ça avance, plus en fait sa frustration de ne pas être reconnu s'exprime sur scène, et plus il va en mettre des caisses. Je veux dire, si vous écoutez après les versions de 72, 72 ça va, mais 73...
ça y est, là il est, écoutez-moi, c'est moi et le groupe. Et je pense qu'il y avait un ramassis de connards derrière qui lui disait putain t'es extraordinaire mec, tu pourrais faire des choses vachement mieux sans eux, t'es un guitariste de jazz, en plus on est dans l'époque super guitare héros quoi, donc je pense que tout le monde est en train de lui dire ça a été magnifique, ah là là quel guitariste, etc. Et le problème c'est que le mec se retrouve du coup dans une frustration qui mêle à l'héroïne, etc. Et du coup, on arrive vite à une dérive qui va précipiter sa chute dans le mur. Mais est-ce qu'il a sa place dans les Stones? Il est complètement au même titre qu'un Jimmy Miller ou qu'un Nicky Hopkins. Heureusement que ces mecs-là ont été avec les Stones pour apporter le ciel dans leur musique, quoi. Je veux dire, c'est évident. Et sur Exile, c'est un peu moins évident. Exile est plus l'album qui est fait chez Richards et finalement Taylor est vachement coupé. Il y a un exemple flagrant, c'est si vous prenez au moment où il y a le fade out de Rocks Off, il y a un petit bout de guitare qui est magnifique. Alors en production, on pourrait trouver que c'est du génie parce qu'on suggère que Mick Taylor pourrait faire un solo formidable, mais on vous le chante pour vous dire voilà ce qu'on pourrait vous faire. Moi, c'est toujours l'impression que j'ai eue. Finalement, Mick Taylor est vachement assez absent à la guitare, mais en contrepartie, il est à la basse, il est aux percussions sur tel machin, etc. Et il y a une anecdote géniale d'Andy Jones qui disait qu'à ce moment-là, au moment des re-re d'Exile à Los Angeles, Taylor arrivait pour faire des re-re, et il était tellement dans un état de drogue, etc., et puis de vouloir montrer, putain, je suis là, je fais partie du groupe, qu'il était à vouloir refaire les parties de batterie, etc., quoi. Donc, il y a vraiment eu un pétage de plomb de Taylor qui s'est assez rapidement terminé, et je pense que ce qu'il a achevé définitivement, c'est It's Only Rock'n'Roll, l'album, où avant que ça sorte, pareil, il y a le même cas de figure, Richard hyper absent, et on retrouve Fingerprint File où il joue de la basse tout le long, on retrouve Time Waits for No One, If You Really Want to Be My Friend, qui n'est pas une grande chanson, mais qui est vraiment inspirée par Mick Taylor. Et finalement, il dit à ses potes, tu vas voir, l'album va sortir, j'ai écrit des super chansons avec Mick, et puis il se rend compte encore que c'est Jagger Richards, alors que Richard ne participe pas aux sessions. Donc au final, il sera crédité que sur un titre des Stones, c'est Ventilator Blues. Et je pense qu'il a écrit je pense que les mecs n'ont pas eu le choix au niveau du business, et que là, ils l'ont crédité Jagger, Richard, Taylor. Là-dessus, je pense que It's Only Rock'n'Roll lui met le coup de massue, et devant la masse de propositions et la masse de gens dans son entourage qui voulaient lui faire comprendre que c'était le meilleur, etc., il a fini par dire allez vous faire foutre, quoi. Allez vous faire foutre, je suis un super arrangeur, je suis un super guitariste. Sur scène en 73 à Bruxelles, il est merveilleux, bien qu'un moi j'adorais ça à 16 ans et je le trouve un peu trop présent maintenant, c'est une question de goût, ça on s'en fout. Et du coup, il se barre après une proposition de Jack Bruce qui quand même reste une preuve assez évidente d'un manque de discernement et d'un mauvais choix professionnel. Et du coup, il se barre et les rumeurs font état d'une lettre que Taylor aurait écrit aux Stones en juin 75 quand les Stones faisaient leur tour of Americas avec Ron Wood en suppliant de revenir. Et bon voilà. Malheureusement, donc sa place pour les Stones, pour répondre à la première question, est absolument incontestable au niveau des arrangements, au niveau de ce que les Stones ont produit en studio. Et la suite a démontré que finalement c'était le cadre parfait dans lequel il était qui a fait qu'il ait pu donner le meilleur de lui-même. Et que finalement au final, le pauvre petit père, il a réussi à se faire produire un seul album solo qui est assez anecdotique et qu'il n'a même pas pu sortir le deuxième. Donc il s'est retrouvé après avoir tout claqué et donner des concerts dans des bars en faisant une espèce de jazz rock emmerdant. Avec des gens qui étaient un peu comme lui, qui avaient joué sur des bons albums, Max Middleton notamment, et puis voilà quoi. Et donc Taylor a eu sa part vraiment, mais Taylor a mal géré mal géré tout, à tel point qu'il y a une anecdote sur le Leaks Tour où il a carrément demandé au groupe de l'aider financièrement parce qu'il s'en sortait pas. Et le groupe lui a fait un chèque, bon, il y a les procès de Top, etc. Enfin voilà, il a essayé
quémander un peu de pognon parce qu'il n'y arrivait plus, il n'en a pas gagné assez. Sur ces années-là, les Stones n'étaient pas des multimilliardaires comme ils sont devenus par la suite. Aujourd'hui, ils ne donnent plus de café-concert, de concert, enfin de show, parce qu'il s'est refait un peu entre 2012 et 2014. Mais justement, j'ai envie de dire, que penser de cette réintroduction bizarre de Taylor en tant que guest de luxe sur des tournées récentes des Rolling Stones. C'est assez incroyable. Voilà, qu'est-ce que c'était, quoi. Au départ, c'était juste c'était le concert. Au départ, ce qui s'est passé, c'est quand les Stones ont décidé de faire les 4 shows, c'était un peu pour prouver aux promoteurs qu'ils pouvaient le faire. Et donc, ils ont fait un show sympa où Bill Wyman a été invité. D'ailleurs, Bill Wyman a détesté comment ça s'est passé. Et du coup, il leur a dit, bon, mais c'est bon, moi, je suis pas là pour jouer un titre. Je suis Bill Wyman des Stones, et à juste titre. Hein, mais il a passé beaucoup plus de temps que Taylor. Et Taylor est venu faire Rambler, et il a accepté de rester et de jouer un espèce de Lisa Fischer de la guitare, en fait, parce qu'il était payé $10,000 par soirée, et que ça lui a permis de se refaire et éviter de se retaper les concerts avec Max Middleton. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que l'espèce de perversité qu'on peut retenir de tout ça, c'est que au final, les Stones l'ont viré. Parce que je pense qu'aussi au niveau des assurances, c'était un peu la condition que les concerts aient lieu, même si un Richards se cassait la gueule, que Taylor était prêt à prendre la relève. Et quand Richards a été mieux, il n'y a plus eu besoin de Taylor. Et donc voilà, ils l'ont saqué. D'ailleurs, moi j'ai assisté à une chose exceptionnelle, de l'extérieur certes, mais quand Keith Richards a été arrière-grand-père, il n'a pas pu assister aux répétitions de Bondy en 2014 et nous avons eu le droit à une répète des Stones avec Ronnie Wood et Mick Taylor aux guitares et c'était formidable. Il y a eu un Can't You Hear Me Knocking où les gens ont applaudi de l'extérieur. Enfin, c'était complètement atypique, c'était un Ron Wood dans le rôle de Richards avec Taylor qui est... Mais quand on réécoutait les solos de Taylor, etc. en 2012, 13, 14, on se rendait compte qu'en fait, il était assez limité et qu'il a toujours... je pense que du coup, à force de s'entendre dire qu'il est génial, etc., il n'a jamais réussi à sortir de ses leads, ses licks merveilleux, ses plans de guitare qu'il a rabâché toute sa vie et qui finalement peut-être prouvent que ce n'était pas le John Paul Jones dont je parlais en début d'émission. Quelle tristesse. Voilà. Merci à tous, bonne soirée.